Bonjour à toutes et tous. Ce soir, nous avons un sujet un peu compliqué et je vous avoue que moi aussi, je n'en comprends pas grand-chose. C'est le règlement de protection des données personnelles. Et c'est Jean-Michel et Raymond qui ont bien préparé cette soirée. Un tout grand merci. D'ailleurs, je dois vous transmettre les salutations de Mustapha Bourras à toute l'équipe. Mustapha Bourras est le président du CEFIR à Dunkerque et il est tout à fait admiratif de ce que nous faisons. Donc, à vous deux et beaucoup de courage pour présenter de façon très claire un sujet très compliqué. Je vais juste en introduction et après je laisserai la parole à Raymond. On a choisi de vous présenter le règlement général sur la protection des données, en français le RGPD. C'est bien une information qu'on va vous donner, c'est des échanges. C'est un sujet qui est tellement compliqué que, comme on le disait avec Raymond, c'est un petit peu comme une pelette de laine. Quand on tire sur un fil, on a un autre fil qui arrive. Donc, on va vous partager ce qu'on a découvert, ce qu'on a identifié, et on sait qu'on va ouvrir déjà un canal dans notre workplace parce que c'est vraiment quelque chose pour échanger, mais c'est un domaine qui est réellement complexe. Voilà. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Ce soir, comme l'a dit Jean-Michel, nous allons parler du règlement général sur la protection des données. Ce sera en effet plutôt des informations que l'on va vous donner. La présentation va se passer de la façon suivante. Nous allons d'abord regarder ce qu'est le RGPD. C'est moi qui ferai cette partie-là. Ensuite, Jean-Michel vous expliquera les 8 règles d'or qu'il faut respecter pour être en conformité au RGPD et donnera quelques conseils pour essayer de rester le plus en conformité possible. Et après, nous passerons à une séance de questions-réponses comme nous le faisons d'habitude. Alors, vos animateurs, vous commencez à connaître. C'est donc Jean-Michel Prat, secrétaire général de la FAFA pour l'Europe, et puis moi-même qui suis trésorier de la FAFA pour l'Europe. Alors, les points clés à retenir du RGPD. D'abord, les dates. Alors, la première date à retenir, en 1973, le gouvernement décide de mettre en œuvre un projet d'interconnexion des fichiers de l'administration. Et très vite, les gens se disent, oulala, mais si on met tout en interconnexion, qu'est-ce qui va en être de nos données personnelles? On pourra tout savoir de nous. Et des députés s'en sont émus. Et à partir de là, une loi est sortie. Donc, il y a eu une commission qui s'appelait la commission Tricot. Et une loi est sortie pour créer la Commission nationale d'informatique et liberté et la loi informatique et liberté qui est née à ce moment-là, voilà, en 74. Donc, 21 mars 74 de façon précise. Le quotidien Le Monde dévoile le projet Safari en titrant à la une de son édito Safari ou la chasse aux Français. Les plus anciens s'en souviennent peut-être. Voilà. Ensuite, la date suivante qui est importante, c'est 1978, donc découlant directement de la loi informatique et liberté, la création d'un organisme indépendant, une autorité de contrôle indépendante qui s'appelle la CNIL, création de la Commission nationale de l'informatique et liberté. Voilà. Non, la CNIL a dû être créée en 74, la loi informatique et liberté, qui est la grande base pour tous les gens qui ont fait des études d'informatique. Ah oui, c'est ça. C'est 78, mais la CNIL a été créée avant. Voilà, la loi dite informatique et liberté est entrée en vigueur le 6 janvier 78, pour être précis. Voilà. Donc, ensuite, 1995, l'Union européenne s'est saisie du dossier et a utilisé la loi informatique et liberté, la loi française, et donc a créé ce que l'on appelle le Comité européen de protection des données, le CEPD. C'est important puisqu'en fait, on se rend compte que l'Union européenne a repris les travaux qui avaient été faits en France pour remettre en place cette directive. 2004, modification de la loi précédente. Pourquoi? Parce qu'entre 78 et 2004, il y a eu l'explosion de tous les outils informatiques et entre autres l'explosion d'Internet et puis la naissance des réseaux sociaux type Facebook et autres.
Et puis 2016-2018, donc 2016, l'Union européenne a mis en place le RGPD avec application en 2018 de ces directives pour mise en place définitive. Voilà. Donc, le 25 mai 2018, le nouveau règlement européen entre en application dans chacun des pays de l'Union européenne et pour l'ensemble des acteurs mettant en œuvre des traitements de données se rapportant à des personnes physiques se trouvant sur le territoire de celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que le RGPD? Alors, en résumé, précédemment, si on parle du côté français, la CNIL devait prouver qu'un organisme, une association ou autre n'était pas en conformité avec les organismes, ne respectait pas la réglementation. À partir de la mise en vigueur du RGPD, c'est l'organisme ou l'association qui doit prouver qu'elle est en conformité avec la CNIL. Cela change tout. D'autant plus qu'il y avait précédemment une dérogation pour les associations qui n'étaient pas soumises, du moins de façon aussi stricte, à la réglementation sur les données personnelles. Le nouveau règlement européen entre en vigueur le 25 mai 2018. Il s'applique au traitement des données personnelles réalisées sur support informatique, logiciel, site web, etc., mais également sur support papier. Alors ça, c'est important parce que des gens disent « Oh, mais nous, de toute façon, on n'utilise pas l'informatique pour nos fichiers, donc on n'a pas besoin de se mettre en conformité avec le RGPD ». C'est faux. C'est totalement faux. Et c'est faux depuis 2004, hein, juste pour votre information. Hein. C'est pas 2016 ou 2018. C'est faux depuis 2004. Alors, quelles sont les associations concernées? Eh bien, je dirais que globalement toutes, du moins toutes celles qui nous concernent nous directement, toutes les associations de type loi 1901, toutes les associations, par exemple sur la Moselle, et qui ont un statut différent, sont également concernées, les associations reconnues d'utilité publique, et puis, et ça c'est intéressant, bon, même si ça ne nous concerne pas nous directement, les associations non déclarées, par exemple un collectif. Un collectif, c'est une association non déclarée. Je prends l'exemple un collectif de propriétaires au niveau d'une résidence. C'est une association qui n'est pas déclarée. Eh bien, on est également soumis aux règles de l'RGPD. Alors, en fait, c'est tout organisme, toute association, tout groupement qui possède et traite un fichier comportement des informations personnelles sur ses membres. Donc, information personnelle, ça peut aller très loin. Une information personnelle, un numéro d'immatriculation, c'est une information personnelle. Un numéro de téléphone aussi. Hein. Par contre, si on prend l'exemple d'un code postal, s'il est pris tout seul, le code postal n'est pas une information personnelle. Voilà. Donc, pour donner un petit peu quand même le champ de ce que peut être une information personnelle. Un numéro de sécurité sociale est éminemment une information personnelle. Voilà. Donc, tout groupement qui possède une base de données contenant les contacts de ses membres pour l'envoi de mails ou de newsletters. Et là, on est tous directement concernés. Hein. Également, conserve les données personnelles de ses bénévoles ou employés. Donc, vous voyez que le champ est très, très, très large des associations. C'est toutes les associations, finalement, qui sont soumises au RGPD, hein, de façon plus générale. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le RGPD, la responsabilité des organismes se trouve renforcée. Et c'est pas dans le bon sens pour nous. Hein. C'est-à-dire que notre responsabilité est mise en cause directement. C'est à nous que nous devons à tout moment assurer la protection optimale des données et être en mesure de démontrer la conformité de leur traitement, ce qui implique de documenter cette conformité. C'est ce que l'on va voir sur la deuxième partie de la présentation. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut qu'à tout moment on puisse dire, ben voilà, les données, voilà ce que nous avons et voilà pourquoi nous les avons utilisées. Et en plus, on doit être capable de démontrer qu'on est en conformité par rapport à la réglementation. Voilà, alors, quelques définitions, parce qu'on parle beaucoup dans le RGPD d'informations personnelles, on parle de traitement, donc il nous a semblé intéressant de vous repartager un certain nombre de définitions. Lorsque l'on parle de RGPD, lorsqu'on parle d'informations personnelles dans le RGPD, de quoi parle-t-on? On parle de données personnelles,
Une donnée personnelle est toute information permettant d'identifier une personne directement. Donc, évidemment, le nom, le prénom permet d'identifier quelqu'un directement, mais également indirectement. Alors, le numéro de sécurité sociale que vous verrez quelquefois apparaître sous le nom de NIR, qui est vraiment un identifiant un peu unique, c'est clairement une donnée à manier avec plus que précaution dans nos associations. Nous ne devrions pas l'avoir, hormis si nous avons des salariés. Parce que lorsqu'on a des salariés, on a des traitements de paie. Et dans le traitement de la paie, on a en effet la nécessité d'avoir des numéros de sécurité sociale, mais c'est un cas qui est tout à fait légitime. Par contre, vous ne devez pas demander un numéro de sécurité sociale à vos adhérents. Mais on parle de données personnelles aussi lorsqu'on atteint les gens de façon indirecte. Un numéro de téléphone permet d'identifier une personne. Une plaque de voiture permet aussi d'identifier quelqu'un. Et depuis qu'on a la nouvelle numérotation, les plaques, maintenant, c'est pas monsieur ou madame, c'est soit monsieur, soit madame. Il y a un seul propriétaire qui est rattaché à la plaque. Donc, vous comprenez bien que si je vous donne mon numéro de voiture, vous êtes capable de remonter jusqu'à moi pour savoir que c'est moi qui suis derrière. Donc, les informations personnelles, nom, prénom, le sexe, l'âge, l'adresse évidemment, le lycée, tout ça, ce sont des informations personnelles. Lorsqu'on parle des traitements, parce qu'on parle régulièrement des traitements dans le RGPD, qu'est-ce que c'est qu'un traitement? Ça couvre toutes les opérations et l'ensemble des opérations s'effectuer sur des données. Donc que ça soit la collecte des données, que ça soit l'enregistrement des données, que ça soit la conservation des données, on en reparlera tout à l'heure, on a le droit à l'oubli. Dans le RGPD, ça n'existait pas précédemment. Et l'information que je peux déjà vous partager, c'est que il est plus possible d'avoir tous vos adhérents depuis 40 ans. Depuis le RGPD, vous n'avez pas le droit de garder de l'information pendant 40 ans, sauf si votre adhérent est adhérent depuis 40 ans, mais normalement, vous devez effacer les données au bout d'un certain temps. Les gens ont évidemment la possibilité de demander à la modification des informations. Alors ça, c'était quelque chose qui était classique dans les formulaires que vous voyez, conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous avez la possibilité de modifier et faire changer les données. Mais là, c'est quelque chose de systématique. Les gens ont un mois pour vous répondre et pour les traitements très, très complexes, ils peuvent encore avoir un mois supplémentaire. Mais il y a des règles qui sont très, très strictes. Et puis, vous avez quelque chose qui est un peu nouveau, ça s'appelle la communication par transmission. Vous avez le droit d'avoir la portabilité de vos données. En fait, vous avez des données chez un prestataire, vous les changez de prestataire, eh bien, vous avez le droit de demander à ce que les informations que détenait votre premier prestataire soient transmises à l'autre prestataire. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est très connu, mais ça, c'est une possibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les banques vous proposent de rentrer, de changer, lorsque les banques vous proposent de changer de banque, c'est eux qui font la démarche parce qu'ils ont un cadre juridique qui est entre autres le RGPD. Alors, quand on parle évidemment de traitement, cette notion désigne également le moyen à l'appui duquel les données sont traitées. Et comme le rappelait Raymond, en effet, quand on parle de traitement, on parle à la fois sur des traitements informatiques, mais également des traitements papier. Moi, je connais des gens, ils disent « Ah oui, mais moi, j'ai dans mon petit carnet tous mes adhérents, je ne suis pas concerné. » Malheureusement, pour vous, depuis 2004, si. Même si vous pensez que vous n'êtes pas concerné, eh bien, en fait, à partir du moment où vous détenez des données personnelles sur quelqu'un, dans le cadre de votre association, sachez que quand sur votre téléphone portable, vous avez 500 contacts qui sont vos contacts, en fait, vous êtes dans c'est des données privatives. Donc là, vous n'êtes pas soumis au RGPD. Mais quand vous êtes une association, que vous avez des données par rapport à vos adhérents, là, vous êtes, ou même à des prospects,
vous êtes en effet soumis au règlement général sur la protection des données. Alors, les outils de traitement, ça peut s'agir d'un tableau Excel. On est nombreux à avoir Excel pour gérer nos adhérents. Une base de données, grâce à un logiciel métier. Dans les logiciels métiers, on pourrait citer AssoConnect, qui est une base de données qui permet d'enregistrer votre base adhérente. En fait, vous êtes soumis au RGPD, même si vous utilisez une base métier ou d'un dispositif de géolocalisation. Généralement, et on le reverra, l'important, ça va être la notion du consentement. Quand vous dites à Google, je veux que tu gardes ma géolocalisation en permanence, c'est vous qui avez fait la demande. Google il est respectueux du RGPD. Vous avez donné votre accord. Voilà, c'est aussi important, cette notion de géolocalisation. Alors, le consentement, en fait, c'est toute la difficulté et l'importance de ce règlement. Rien ne vous interdit d'avoir des données sur les gens, y compris des données un peu entre guillemets confidentielles, si les personnes ont donné leur consentement. Donc, je vais vous partager un exemple. Dans notre jumelage, on accueille régulièrement nos partenaires allemands, pas cette année malheureusement, avec le Covid, ils ne viendront pas, mais tous les ans, nous les accueillons au moment d'une fête qui s'appelle la fête des chênes verts, qui est la fête de la ville. Et donc, j'ai l'habitude de demander à mes adhérents s'ils peuvent héberger des personnes. Ont-ils une chambre? Peut-il héberger un couple, une personne seule? Parle-t-il allemand? Parle-t-il anglais? Histoire souvent, quel était leur métier précédent? En fait, je peux avoir ces informations si j'ai l'accord formel des personnes qui sont d'accord pour me les communiquer et qui m'écrivent qu'ils sont d'accord pour que je puisse les conserver. Et ensuite, il faut que ça soit lié à une finalité de traitement. Ça aussi, c'est consentement et finalité de traitement. Et la finalité de traitement, dans le cas présent, c'est l'hébergement de mes partenaires allemands. Donc, la finalité, c'est, à partir de ces données, c'est permettre de pouvoir héberger mes partenaires allemands en m'assurant que la personne parle la bonne langue étrangère et peut-être dans la bonne catégorie socio-professionnelle, où ont des métiers qui sont à peu près compatibles et qu'ils peuvent les héberger en effet dans une chambre, par exemple. Pour aller plus loin, dans tous les cas, et c'est vraiment un des éléments qui est important, on vous invite avec Raymond à aller régulièrement sur le site de la CNIL. Pourquoi? Parce que vous avez des choses qui sont plutôt très bien faites. Donc en fait, quand on a un doute, il est toujours important de se retourner vers les fondamentaux. Donc, conformité RGPD, comment recueillir le consentement des personnes. Donc, je vais pas obligatoirement le lire avec vous, mais c'est vraiment pour vous partager le fait que où est-ce qu'on va trouver de l'information pour réussir, pour pouvoir trouver le lien. On vous recopiera le lien tout à l'heure, pas de souci. Voilà, et à chaque fois, qu'est-ce que le consentement? Qu'est-ce que redit le RGPD? Le consentement des personnes doit-il être systématiquement recueilli? A priori, non. Il y a des cas où vous n'avez pas besoin de consentement. Souvent, c'est quand vous passez un contrat. Quand vous passez un contrat, alors nous, on est peu concernés, mais quand vous passez un contrat avec une entreprise, vous achetez une voiture, on vous demande votre nom, votre prénom, on vous demande vos coordonnées bancaires, on vous demande un certain nombre de choses. C'est un acte contractuel. En fait, le RGPD, vous n'avez pas besoin de dire explicitement je suis d'accord pour que vous gardiez mes données, parce que c'est l'exécution d'un contrat. Voilà. Donc, quand vous êtes l'exécution d'un contrat, vous n'avez pas besoin. Et puis, il y a d'autres cas, il faut que le consentement soit évidemment libre. Il faut qu'il soit spécifique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le consentement doit correspondre à un seul traitement pour une finalité déterminée. Mais on reparlera tout à l'heure du registre des traitements. C'est certainement une chose qu'il va falloir. On doit tous l'avoir.
Donc on l'a tous, il va falloir qu'on l'améliore tous. Il doit être spécifique quand c'est pour le traitement, il doit être éclairé. Il est hors de question dans le RGPD d'avoir des phrases un peu pas très claires, où on ne comprend pas ce qu'on veut faire. Il faut être plutôt le plus clair possible. Et puis il doit être univoque, c'est-à-dire qu'il faut que les gens, s'il y a une case à cocher, ça soit eux qui la cochent et non pas vous qui l'aviez précoché. Voilà, je sais que dans certains sites internet, le grand jeu, c'est êtes-vous d'accord pour recevoir nos informations et je précoche le document. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc vous avez toutes ces fiches que vous retrouvez sur le site de la CNIL. Alors, revenons un peu là-dessus. Donc, le consentement, c'est quelque chose de très important. C'est souvent lié au traitement. Peut-être juste avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on fasse un retour très rapide sur les questions. Quelle est la durée de conservation des données? Question d'Élise. En fait, c'est variable et ça dépend des données. Et ça sera quand vous ferez le registre du traitement que vous allez indiquer vous-même quelle est votre durée de conservation des données. Donc, généralement, par exemple, on reconnaît, alors les textes sont un peu contradictoires. Par exemple, pour la comptabilité d'un jumelage, vous trouvez, d'une association, pardon, vous trouvez soit 10 ans, soit 5 ans. Alors, si vous avez des bulletins d'inscription qui sont dans votre compta, ben, ça veut dire que vos données, vous allez les garder 5 ans ou 6 ans. Voilà. Les données doivent être effacées lorsqu'un membre n'est plus membre, n'est plus adhérent. C'est normalement une règle. Dans certains documents que j'ai relus, ils disent vos données seront conservées 2 ans. Alors souvent, vous avez une conservation des données par rapport à des actions en justice possibles. Alors, ce n'est pas obligatoirement le cas pour nous, hein, mais c'est-à-dire que normalement, vous savez qu'on pourrait se retourner vers vous avec un certain délai, donc vous pourriez très bien conserver les données, mais en fait, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle, c'est de les archiver. Les archiver, c'est qu'elles ne soient pas complètement accessibles et vous aurez quelque chose qui est très important. Là aussi, je pense qu'on n'est pas assez attentif, c'est qui a le droit de voir les informations. Les données ne sont pas accessibles à tout le monde. Là aussi, vous devez indiquer qui a le droit de consulter les informations et si oui, quelles informations ils ont le droit de consulter. Les données doivent être effacées lorsqu'un membre n'est plus adhérent. J'ai répondu, pouvez-vous nous copier le lien? Ça a été fait. OK. Alors, je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin. Alors, je vous invite pour les gens qui veulent aller plus loin sur le RGPD, à faire un MOOC qui s'appelle Atelier RGPD. C'est un MOOC qui a été fait par la CNIL. C'est un MOOC qui est gratuit. On vous mettra le lien dans le chat. C'est vraiment super. Ça vous permet d'avoir une vraie formation gratuite sur le RGPD. Sachez qu'il faut à peu près de 6 à 10 heures pour la faire en entier. Mais c'est vraiment passionnant. Et puis, si vous voulez aller plus loin, aujourd'hui, je vous invite à aller sur un autre site qui s'appelle FunMOOC, qui est le MOOC qui est fait par les universités et que le CNAM a aussi fait un MOOC sur le RGPD. Mais le conseil que je vous donne, c'est d'abord faites atelier CNIL, atelier RGPD, puis ensuite l'autre MOOC. Je viens de le mettre sur le chat. Voilà. Atelier RGPD de la CNIL, il est valable, je crois, jusqu'en 2021. Pour l'instant, c'est un produit qui est gratuit. Quand vous l'avez fini, vous pouvez avoir une attestation. Voilà, donc c'est sympa. Et donc, justement, dans cet atelier CNIL, dans les premières séquences, il vous rappelle les 8 règles d'or du RGPD. Alors, première règle d'or, on va les détailler juste après. Hein. La licicité des traitements, c'est-à-dire il faut que les traitements soient conformes à la loi. C'est plus simple de le dire comme ça. La finalité des traitements, la minimisation des données. Dans le RGPD, on en reparlera tout à l'heure, vous ne devez pas demander tout et n'importe quoi.
Alors souvent, dans nos bulletins d'inscription, on a des bulletins d'inscription réduits, mais là, il y a une volonté de « je ne demande pas des informations dont je n'ai pas besoin ». Il y a une protection particulière des données sensibles. Si vous étiez une start-up, que vous gériez des données médicales ou si vous gériez un numéro de sécurité sociale, évidemment, c'est des données sensibles, il faut que vous mettiez en place de la sécurité. On a une conservation limitée des données. En effet, on ne peut pas garder les données ad vitam aeternam. Et au bout d'un moment, soit on verse nos archives, par exemple, dans des archives départementales, et eux, ils ont des dérogations pour conserver les données. En fait, on n'est pas en train de dire j'avais des données, j'en aurais besoin pour l'histoire un jour, peut-être pas pour nos jumelages, mais pour l'histoire. Et donc, dès que les personnes ont quitté notre structure, j'efface ces données. Non, non, ça se passe heureusement pas comme ça. On peut le verser dans des organismes qui sont habilités à garder ces données, mais que ces données sont utilisées à des fins statistiques et à des fins plutôt aussi historiques ou sociologiques. Donc, on a aussi toute la notion de l'organisation de la sécurité. Vous avez peut-être entendu parler quelquefois de dire, je crois que c'est arrivé un jour à la FNAC, qu'on leur avait volé des données bancaires. Et vous avez peut-être entendu parler ça à la radio. En fait, la CNIL a décidé qu'il fallait informer le public. Donc, si vous n'informez pas le public, il est nécessaire, vous avez 72 heures si on vous vole des données pour le déclarer à la CNIL. Alors, il faut vraiment que ce soit des données, évidemment, sensibles. Hein. Si on vous a volé votre fichier adhérent avec le nom, le prénom et le téléphone, et que vous aviez fait ce qu'il fallait pour que ça ne soit pas le cas, il faudra quand même le déclarer à la CNIL, mais il y aura par bonheur peu de conséquences. Vous avez la transparence, donc vous devez être entièrement transparent avec vos adhérents pour expliquer ce que vous faites avec leurs données. Ça, c'est une très, très grande différence avec ce qui se faisait précédemment. Vous n'avez pas le droit de prendre n'importe quel type de données et vous n'avez pas le droit d'en faire ce que vous en voulez. Et si, par exemple, je prends un exemple, quand on fera les données, par exemple, pour le congrès de Saint-Brieuc, à un moment, on va demander la nationalité aux gens. Mais en fait, on en aura besoin parce qu'on a une subvention. Donc, notre demande, ça sera quelle est votre nationalité ou dans quel pays habitez-vous, parce que ce n'est pas la nationalité qui compte dans les demandes de subvention qu'on aura, mais c'est le pays où l'on habite. Et cette demande, on indiquera qu'on la demande pour répondre à une obligation liée à une subvention de l'Europe et donc quelque part un contrat, parce que ça sera une convention. Donc on doit répondre à un contrat et on demande cette information. Et puis vous avez un droit des personnes qui a été fortement augmenté, à savoir que maintenant vous avez le droit de faire modifier plein de choses, de faire effacer des données, et ça, c'est quand même très important. Donc, reprenons rapidement les différents éléments. Premièrement, le traitement ne peut être mis en œuvre que s'il est fondé sur l'une des 6 conditions de licité. Je vous inviterai à aller voir vers le site de la CNIL. Il faut que ça soit légal. Il y a un certain nombre de conditions. Si c'est pour l'intérêt public, vous avez le droit de conserver les données. Si c'est lié à un contrat, vous avez le droit d'avoir les données. Mais là, vous ne pouvez avoir un traitement que s'il est autorisé. La deuxième chose, les données personnelles collectées ne peuvent être traitées que pour une finalité définie, précisément et légitime. Vous ne pouvez pas prendre des informations dont vous n'avez pas l'usage. Exemple, vous ne pouvez pas demander à vos adhérents quelle est sa taille de t-shirt si à aucun moment vous avez imaginé de lui offrir un t-shirt. Ça, c'est une information que vous n'avez pas besoin. Il n'y a pas de finalité. Si c'était juste, tiens, si un jour j'en ai besoin. Non, non, vous ne pouvez pas. Si vous savez que vous voulez offrir un t-shirt aux gens, il faut l'indiquer. En indiquant, nous envisageons d'eux, nous autoriserez-vous à garder cette information. Et si quelqu'un vous dit non, il a le droit, hein, c'est au moment du formulaire, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Donc, en fait, le petit schéma qui est assez sympa, je ne collecte les données dont j'ai vraiment besoin. Et je ne collecte pas autre chose. Ça, c'est
Tout ça, source Atelier CNIL, hein, c'est ce que je vous donnais. Si vous devez faire cet atelier, que vous avez peu de temps, faites au moins la première. Il y a 4 parties dans cet atelier CNIL. Faites le premier, ça prendra 2 heures, mais au moins vous aurez déjà une bonne vue au moins de ce que vous devez faire. Ensuite, la minimisation des données. On l'évoquait, hein, seules les données strictement nécessaires pour atteindre la finalité peuvent être collectées et traitées. Bon, je peux espérer que dans nos jumelages, on ne collecte pas des informations inutiles, mais comme on avait les habitudes de collecter des choses qu'on n'utilisait pas précédemment en se disant un jour on en aura besoin, avec le RGPD, la bonne nouvelle, c'est que si vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin et donc il est inutile de le collecter. La protection des données sensibles, on parle des données sensibles, hein, c'est évidemment les coordonnées bancaires. Alors, les données sensibles ne peuvent être collectées et traitées que dans certaines conditions. Donc, on parlait du numéro de sécurité sociale, c'est une donnée sensible. Si vous aviez, par exemple, le groupe sanguin, on pourrait demander, hein, le groupe sanguin, si vous êtes organisateur d'un rallye moto-auto, vous pouvez demander des informations médicales sur les participants, mais la finalité, c'est en cas d'accident, c'est pouvoir intervenir le mieux et le plus facilement possible. Et dans le cas présent, vous avez une finalité, c'est une donnée sensible qui est justifiable par rapport à l'activité, au traitement, et là, ça pose pas trop de difficultés. Et puis, vous avez le consentement, évidemment, des gens, parce que généralement, quand ils vous donnent leur groupe sanguin, c'est parce qu'ils sont aussi d'accord. Alors, la conservation limitée des données. Les données doivent être archivées, supprimées ou anonymisées dès que la finalité pour laquelle elles ont été collectées est atteinte. Donc, normalement, vous avez un certain nombre d'adhérents. La logique voudrait que, a priori, à peu près tous les 2 ans, tous les gens qui sont partis, vous les supprimiez de vos bases et que donc, de fait, dans 3 ans, si je vous demande quelle est la liste de mes adhérents, vous soyez plus capable de les donner. On dit, excusez-moi, mais moi, je ne sais plus. Hein. Conformément au RGPD, j'ai effacé les données. Je peux vous dire qu'il y avait 120 adhérents. Alors, par rapport à nous, il y a quand même des choses qui sont assez contradictoires, parce que je vous rappelle qu'on a le fameux registre des assemblées générales où on doit garder les fiches de présence, normalement. Et on doit les garder à minimum, je crois, 5 ans. Donc voilà, donc ça permet aussi de dire, puisque je dois garder quelque chose où les gens signent, et c'est nominatif, dans ce cas-là, je garde des données sur mes adhérents pendant 5 ans, même s'ils sont partis. Mais au bout d'un moment, votre intérêt, c'est pas, dans un premier temps, de les supprimer, mais de les archiver. Et de faire en sorte que seules certaines personnes de votre organisation puissent y accéder. Les obligations de sécurité au regard des risques, des mesures doivent être prises en œuvre pour s'assurer que la sécurité des données est traitée. Dans les sécurités qu'on peut donner, si vous avez des données dans un cloud avec des mots de passe, c'est reconnu. Évitez comme mot de passe password, par exemple, c'est tellement connu, ou le prénom de votre épouse ou le prénom de votre mari, c'est aussi connu quand même. Mais normalement, en fonction des données, vous devez y mettre la sécurité minimum. Vous êtes responsable des données que vous traitez. Hein. Juridiquement, c'est vous qui en détenez les données. Et si vous êtes président d'association, c'est vous qui êtes juridiquement responsable. La transparence, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'information. Les personnes doivent être informées de l'utilisation des données les concernant et de la manière d'exercer leurs droits. Alors, on en parlera tout à l'heure par rapport au site Internet. Sur les sites Internet, vous devez avoir ce qu'on appelle le DPO, hein, le Data Protect. C'est la personne qui est en charge des traitements et vous devez dire, pour modifier vos données, vous devez
pouvoir consulter telle personne ou telle adresse email. C'est obligatoire, hein. Les gens ont la possibilité de demander quelles sont toutes les informations que vous avez sur eux. Vous avez 30 jours pour répondre. Et s'ils n'ont pas l'information, ils peuvent se retourner vers la CNIL pour que ça soit la CNIL qui vous le demande. Et dans ce cas-là, si vous avez un contrôle de la CNIL, il est probable qu'ils vous demanderont également d'autres éléments. Bon, dans nos associations et par rapport au profil de nos adhérents, où on conserve dans les faits assez peu d'informations, on est en zone de risque très, très, très limitée. Et c'est pour ça que on dit souvent que le RGPD, même si les associations sont concernées, ce n'était pas nous le cœur de cible. Le cœur de cible du RGPD, je vous le rappelle, c'était plutôt les fameuses sociétés qui font du démarchage et qui prenaient des données qu'ils trouvaient sur Internet pour, allez, je vais le dire, nous importuner généralement à l'heure du déjeuner ou le soir. Le nombre de fois où vous êtes appelé pour changer votre fenêtre, voir votre véranda, voilà, c'est. Alors, depuis qu'il y a le RGPD, c'est un peu moins souvent. C'est pas encore. Mais souvent, c'est parce qu'à un moment, sur un formulaire, vous avez dit je suis d'accord pour que la personne partage mes données avec un autre de mes prestataires. Voilà. Donc, il a un cadre légal. C'est pour ça que souvent, moi, je m'inscris dans des newsletters, voulez-vous que Orange transmette vos données à ses partenaires? Je réponds non. Voilà, comme ça, eux, ils ont le droit d'avoir mes données, pas de souci, mais je ne souhaite pas obligatoirement d'être importuné par plein de gens à qui j'ai pas envie de donner mes données. Le droit de la personne, c'est aussi quelque chose qui existait depuis longtemps dans la loi informatique et liberté, c'est que les personnes bénéficient de nombreux droits qui leur permettent de garder la maîtrise de leurs données. On a le droit à l'oubli. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. On entend souvent parler de gens, cette nouvelle génération qui fait la fête à 15 ans et à 35 ans, on vous sort ce qu'il a fait quand il avait 15 ans. Il y a 20 ans, il a fait un truc sur Internet et 20 ans plus tard, on dit ah, mais regardez, il y a 20 ans, vous avez dit ça. Alors après, cette règle ne s'applique pas toujours, évidemment, aux journalistes et droit à l'information. Mais je sais qu'on a cette grande mode en ce moment de revenir sur ce qui s'est dit il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait un contexte et il y avait des choses où on était jeunes, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment ces règles qui sont importantes. Donc, quand on veut respecter ces règles, généralement, c'est qu'on a envie d'être conforme avec le RGPD. Je n'ai aucun doute que toutes nos associations présentes ce soir sont toutes conformes au RGPD et que vous êtes juste venus pour qu'on puisse se voir et échanger tout simplement sur nos pratiques habituelles par rapport au règlement général pour la protection des données. Mais je vais vous rappeler quand même quelques petites règles si vous souhaitiez aller plus loin sur la conformité par rapport au RGPD. Premièrement, on vous conseille de désigner un responsable sur la conformité du règlement européen du RGPD. Alors sachez que on trouve beaucoup de choses, hein. Tout ce qu'on vous présente, évidemment, c'est sur le site de la CNIL, hein, c'est chez les partenaires de la CNIL. On n'a rien inventé, on voulait vous partager de l'information et on voulait pouvoir vous l'échanger. Le responsable, c'est ce qu'on appelle le DPO dans certains documents. Ce responsable, alors, il précise bien qu'il n'a pas besoin d'être informaticien ou juriste, mais néanmoins, je vous conseille d'avoir quand même quelqu'un qui a un peu de culture juridique et idéalement un peu de culture informatique. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on va vous demander d'aller dans les traitements et si vous n'êtes pas très à l'aise sur une structure de fichiers, ça va être quand même un peu plus compliqué. Donc, il faut désigner un responsable de la conformité au règlement européen du RGPD. Et normalement, cette personne, elle est indépendante. Donc, elle ne reçoit pas d'ordre, hein. Normalement, vous ne pouvez pas lui dire « je veux que tu fasses ça ». C'est quelqu'un qui est responsable, mais qui est hiérarchiquement très indépendant évidemment
des dirigeants, y compris d'associations. Ensuite, il faut que vous effectuez, mais vous l'avez déjà fait, un état des lieux des données récoltées par votre association. En fait, quelles sont toutes les données que vous avez sur vos adhérents? Alors, dans beaucoup d'associations, on a une fiche d'inscription, une fiche d'adhésion, excusez-moi, une fiche d'inscription à des activités, une fiche d'inscription éventuellement au cours d'anglais ou au cours d'allemand. Par exemple, nous, on avait fait à l'UFAFA une formation sur les subventions ou la formation pour les subventions, ou comme ce qui se passe en Bretagne, une formation sur le numérique. Voilà, donc je récolte des informations par rapport aux gens, mais généralement, ils sont quand même assez sérieux. Il y en a pas énormément, donc je vous invite à bien vous assurer que vous avez toutes ces informations. Une fois que vous avez établi l'état des lieux, il faut que vous établissiez quelles sont les actions que vous faites avec ces informations. Je vous disais tout à l'heure, c'est la finalité du traitement. On est bien dans le cœur de la finalité du traitement. Pourquoi est-ce que j'ai ces informations et dans quel but? Donc, est-ce que c'est par rapport à une demande de subvention? J'ai demandé une subvention au fonds de développement de la vie associative pour des formations. J'ai besoin de fiches de présence. Je dois les faire signer. J'ai demandé une subvention auprès de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Comme le rappelait Jean-André il n'y a pas très très longtemps, je dois faire signer les participants. Donc, c'est une information nominative, donc ça doit être dans mon RGPD. La finalité, quelle est-elle? C'est pouvoir justifier une demande de subvention de l'Office franco-allemand de la jeunesse en lien avec un contrat. Parce qu'en fait, vous avez une convention. Cette convention, c'est un contrat entre vous et, et l'OFAGE. Et quelque part, lorsque les jeunes s'inscrivent dans l'échange de jeunes, ils sont en contrat avec vous. Donc, ils transmettent des informations et donc vous avez le droit de les traiter. C'est pour ça que cette notion de contrat est assez intéressante. Donc, vous devez, une fois l'état des lieux effectué, établir les actions que vous menez pour être en conformité avec le règlement général pour les associations. Ensuite, pour les grandes associations, je pense qu'on est peu concerné. Réaliser une analyse d'impact sur la protection des données, nous serions Emmaüs, nous serions des très très grosses associations avec des milliers d'adhérents. Évidemment, là, ça serait utile. Sachez que ça s'appelle le PIA. Donc, si vous êtes intéressé, vous tapez CNIL PIA et vous aurez toute une fiche sur les modes d'impact. Ils ont même mis en place un logiciel pour vous aider. Si vous avez des employés ou des volontaires ou évidemment des bénévoles, vous devez les informer sur le RGPD. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de leur dire on récolte des informations pour telle et telle finalité. Voilà, ça c'est important. Et puis ensuite, vous devez conserver tous les documents qui sont nécessaires. Alors, qui est-ce qui est important? Il faut que vous déteniez un registre de traitement des données. Vous avez fait l'inventaire des données que vous traitez. Il faut que vous fassiez un registre de traitement des données. Alors, on vous enverra un lien parce que sur la CNIL, évidemment, vous avez un modèle de traitement des données, mais on vous a repris dans ce slide les différentes informations attendues. Donc, c'est un document que vous devez avoir. En cas de contrôle de la CNIL, on vous le demandera. C'est vraiment le document que vous devez posséder. Alors, ça doit rentrer en même temps que votre déclaration à la préfecture, vos différents documents officiels de votre association. Aujourd'hui, vous pouvez rajouter le registre de traitement des données. C'est un document sur lequel sont consignés tous les détails des traitements de données effectués, qu'elle les utilise et les traite pour le compte d'une autre entreprise ou sous-traitant. En fait, c'est qu'est-ce que vous traitez vous, qu'est-ce qui est sous-traité par d'autres, et est-ce que vous transmettez vos données à d'autres partenaires. Pour vous donner un exemple très concret, moi, sur les formulaires de l'UFAFA,
nous avons indiqué que les données qui sont transmises par nos associations à l'UFAFA seront transmises ensuite à la FAFA. Parce que c'est une association liée, sauf que je devrais avoir des cases à cocher, donc j'ai besoin d'aller encore plus loin dans mes formulaires de RGPD. J'ai commencé par mettre des choses, mais on peut toujours aller plus loin. Et puis vous le voyez, c'est assez complexe néanmoins. Donc à chaque fois, il faut que vous ayez le but du traitement, le type de données personnelles collectées, leur identité, les coordonnées, quelle identité vous avez, l'utilisation de ces données. Lorsque, par exemple, vous avez des prospects, on a des fois des gens qu'on rencontre sur des stands, et puis c'est des prospects, on ne vous interdit pas d'envoyer des données à des prospects, mais vous devez les conserver sur une durée. Un prospect à qui vous avez envoyé quelques informations qui ne revient jamais vers vous, au bout d'un moment, vous devez le supprimer. Voilà, c'est un prospect, hein, c'est pas un adhérent, donc vous n'avez pas à lui envoyer des informations comme s'il était adhérent. Vous devez bien identifier les personnes qui traitent les données. Donc, il y a certaines informations qui doivent être tenues par un certain nombre de personnes, mais vous ne pourriez pas avoir, sans en avoir demandé le consentement, la possibilité de dire « je veux faire un annuaire de tous mes adhérents ». En fait, vous pourriez faire ça si dans votre formulaire d'inscription de votre adhérent, vous indiquez « nous autorisez-vous à communiquer vos informations dans l'annuaire de notre association ». Et si la personne a coché « oui », alors là, c'est son consentement. Et donc, ces informations peuvent être inscrites dans un annuaire. Si vous dites non, eh ben, même s'il est adhérent chez vous, vous n'aurez même pas le droit de le mettre dans l'annuaire. Enfin, les personnes, voilà, et les personnes à qui les données récoltées seront renvoyées, ça aussi, c'est important, j'envoie des données vers des personnes externes à qui je les envoie. Alors, il y a des, par rapport au RGPD, aujourd'hui, c'est tout traitement des données personnelles qui sont en Europe, qui sont envoyées vers d'autres données européennes. Par exemple, si, mais ce n'est pas le cas, on enregistrait des participations à un congrès fait par nos partenaires allemands, on serait dans le cadre du RGPD où on doit demander aux personnes de nous autoriser à transmettre les données. Maintenant, quand c'est vous qui vous inscrivez, par exemple, à un congrès en Allemagne, c'est votre démarche, c'est vous qui vous inscrivez. Puisque c'est vous qui vous inscrivez, c'est vous qui donnez votre consentement. Le RGPD, il n'est pas là pour vous interdire de faire des choses, il est là juste pour éviter que vos données soient utilisées à des fins qui n'ont pas été prévues pour ça. Enfin, on souhaitait, avec Raymond et par rapport à un peu à toutes nos lectures, vous repartager quelques conseils supplémentaires. Si vous possédez un système existant, vérifiez que votre fournisseur actuel maîtrise RGPD et ses implications. Alors, exemple de produit que nous utilisons à l'UFAFA, à la FAFA, c'est Sendinblue. Sendinblue, ils sont conformes au RGPD. Donc, eux, ils ont fait les démarches qui allaient bien par rapport au RGPD. Maintenant, quand vous inscrivez un nouvel adhérent par rapport à votre newsletter, c'est à vous de vous assurer que vous avez bien le consentement de la personne et qu'une fois que la personne s'est désabonnée, vous n'avez pas à garder ces informations pendant N années. La logique voudrait que vous effaciez. Donc, le registre des données dit que on a un produit qui s'appelle Sendinblue et notre règle, c'est quelqu'un qui s'est désabonné, dans les 2 mois, on efface ces données. Et là, on est conforme au RGPD. Si vous pensez acheter un nouveau système, assurez-vous que le fournisseur est alerté par cette réglementation. Ça est maintenant, on est en 2020. Le RGPD a été est officiellement en œuvre depuis le 25 mai 2018. On peut penser que 3 ans après, on n'est plus là-dedans, mais c'est toujours intéressant de s'en assurer.
Déterminer quelles sont les données personnelles que vous devez collecter. Là, on est toujours dans la minimisation des données, donc on évite évidemment de collecter les informations dont on n'a pas besoin. La nouvelle réglementation impose de ne collecter sur informatique que les données qui sont strictement nécessaires à vos objectifs. Évitez de collecter des données peu nécessaires et sensibles telles que les données de santé, données relatives aux origines raciales et ethniques. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de demander en France ni la religion, ni les préférences sexuelles, ni les appartenances syndicales, ni les données de santé, évidemment, hormis si vous êtes un parti politique où vous avez le droit de récolter, d'avoir affiché des membres quand même, hein, ou si vous êtes un syndicat. Décidez comment vous formulerez vos mentions légales. Alors, on va, avec le temps, vous proposer de vous partager des mentions légales. Il y en a un certain nombre qui existent sur Internet. On voulait vous en mettre quelques-unes, mais c'est un peu complexe. On va vous faire des propositions de mentions légales. Il y en a quelques-unes qu'on voit apparaître et c'est important, mais il faut bien avoir le consentement des gens pour s'assurer que l'on peut récupérer les données. Moi, j'ai un peu l'impression que demain, on aura un formulaire d'inscription où il y aura une première page pour les données, une deuxième page pour le consentement. Assurez-vous de l'obtention du consentement. Je vous rappelle qu'en cas de contrôle, on peut vous demander la preuve du consentement. Et c'est à vous de fournir la preuve. Donc, vous devez pouvoir modifier, effacer les données. Là aussi, le droit à la rectification. J'ai une personne qui a été inscrite chez vous avec son nom de jeune fille. Elle se marie, elle demande à ce qu'on change son nom. Ça fait partie des droits de rectification. Voilà, attention, vous devriez être en mesure de prouver le recueil de ce consentement le cas échéant, en cas de contrôle de la CNIL. Et puis enfin, évaluer la sécurité de vos données, identifier les améliorations nécessaires pour assurer la conformité à la nouvelle réglementation. N'oubliez pas qu'il y a de lourdes pénalités. Alors, c'est lourd, les pénalités, c'est 4% de votre chiffre d'affaires. Nous, on n'a pas de chiffre d'affaires, ou 20 millions d'euros. Voilà, ça, c'est le maximum. Je ne pense pas qu'on sera dedans, mais on peut être sanctionné. Alors, on ne traite pas des données sensibles, on n'a pas des données à forte valeur privative, mais néanmoins, on doit être respectueux du RGPD. En fait, le RGPD, ça doit être dynamique. C'est-à-dire que quand vous faites un registre des traitements, vous ne faites pas le lundi et vous dites on en reparlera dans 3 ans. Quand vous changez les traitements, quand vous changez les responsables, alors c'est pour ça que c'est utile de dire, par exemple, la gestion des adhérents est gérée par le trésorier et non pas par une personne physique. Les informations peuvent être consultées par le bureau. L'avantage, c'est que le jour où votre bureau il change, votre registre des traitements, il est toujours valable. Et le jour où votre trésorier change, le registre des traitements est toujours valable parce que même si c'est plus le même, ça sera toujours, il y aura toujours une personne, un monsieur ou une dame qui seront trésoriers. Voilà. On va vous passer un petit film qui vient de la CNIL, qui est très bien fait et qui explique justement 2-3 règles sur le RGPD. Donc... Et après, on regardera, il y a quelques questions qui sont sorties. D'accord. Pour aider les entreprises comme les associations, la CNIL a mis en place donc sur son site une rubrique destinée aux professionnels où ils peuvent trouver conseils pratiques, guides pratiques tels que les guides sécurité, les guides notamment pour les accompagner dans la mise en conformité donc au RGPD. Ils trouveront également sur le site guides pratiques élaborés en collaboration avec la BPI et destinés spécifiquement aux petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, si les entreprises comme les associations ne trouvent pas réponse sur ces guides, ils peuvent tout à fait consulter notre rubrique Besoin d'aide où ils trouveront réponse à plus de 500 FAQ qui sont disponibles donc via cette rubrique. S'ils ne trouvent pas réponse à leurs questions, ils peuvent encore donc poser leurs questions par mail et nous avons une équipe de téléconseillers qui leur répondra dans les meilleurs délais.
Et dernière possibilité, bien évidemment, c'est de nous consulter par téléphone. Nous avons une permanence téléphonique qui est ouverte quasiment tous les jours et qui permet donc de donner toute réponse et tout renseignement utile à ces associations et à ces entreprises. Alors les questions. Élise Lelieudy qui disait le responsable qui suit pour le DPO, RGPD, ouais. est-ce que doit être quelqu'un qui fait partie de l'association, le DPO? Non, ça peut être n'importe qui, évidemment. On n'a pas de. Vous pouvez désigner qui vous voulez, c'est pas forcément quelqu'un qui fait partie de l'association. Je pense même à l'extrême, c'est plutôt mieux, puisqu'on dit qu'il faut qu'il n'y ait pas de relation de subordonné à subordonnant. Donc, ouais, après, vous pourriez même passer par des sociétés externes. Alors nous, on est des petites associations. Les grosses associations, ils ont intérêt à quelquefois sous-traiter. Hein. Ensuite, il y a Jacques qui nous disait de ne collecter sur informatique que les données ou bien de ne collecter quel que soit le support. Donc là, c'est peut-être, je pense, plus par rapport à une précision sur la phrase qui laisse une certaine ambiguïté. De toute façon, le RGPD est très clair, hein, c'est quel que soit le support. À partir du moment où on conserve des données sur quelqu'un, que ça soit sur un support informatique, que ça soit sur un tableau, que ça soit sur un cahier, que ça soit sur une carte perforée, sur un post-it, c'est passible du RGPD. Hein. C'est toute donnée, et ça c'est vrai depuis 2004. C'est pas propre à 2000, à la loi de 2018. Hein. La question d'Anne Sixte, qu'en est-il des photos pour un trombinoscope? On est toujours dans la même logique. Hein. À partir, Anne, où vous avez l'accord des personnes, je vous rappelle, la règle, c'est le consentement. Donc, et vous avez deux choses hein, dans votre question. Il y a ce qu'on appelle le droit à l'image, et le deuxièmement, c'est le consentement. À partir du moment où vous indiquez comme finalité, c'est je veux récupérer une photo, je vous demande une photo pour faire un trombinoscope, la finalité du traitement, c'est faire un trombinoscope. Et êtes-vous d'accord pour nous donner une photo? Et si la réponse est oui, quand vous faites un trombinoscope, vous avez le consentement, vous avez la finalité, vous avez l'accord formel de la personne. Donc, a priori, il n'y a pas de souci pour faire un trombinoscope. La seule chose, c'est qu'avant, on faisait un trombinoscope en prenant des bouts de photos des gens. Là, on est obligé d'avoir le consentement. Mais voilà, c'est un peu ça la différence. Et surtout, vous êtes obligé de les conserver. C'est un peu ça la nouveauté quand même. Vous êtes obligé de conserver le consentement. Alors, en question suivante de Bernard Martin, précaution à prendre quand on collecte des données sur des mineurs. Alors, la loi dit que un mineur de plus de 15 ans, en fait, à la majorité, enfin c'est un peu bizarre, quand il a plus de 15 ans, il a le droit de déclarer lui-même ses données. Quand il est en dessous de 15 ans, il faut l'accord aussi de ses responsables juridiques, souvent ses parents. Donc il y a deux, en fait, il y a trois niveaux. Il y a je collecte des données sur des mineurs qui ont moins de 15 ans, parce que c'est avec l'accord des parents. Je collecte des données sur des mineurs entre 15 et 18 ans, et à partir de 18 ans, ils sont majeurs. Donc, et c'est 15 ans. La loi rappelle que c'est 15 ans. Ensuite, Barbara, comment garder les données, disques externes, drive commun, ordinateur? Bon, ça c'est un peu comme on veut. C'est pas le RGPD qui nous le dicte. Hein. La seule chose, il faut que ce soit sécurisé. Voilà, le RGPD, lui, dit je veux que les données soient sécurisées. Le danger, c'est que je mets ça sur une clé USB, je mets ça sur un disque dur, et je me fais voler mon disque dur ou ma clé USB. Bon, voilà, c'est un peu embêtant. Normalement, si on le met dans un cloud et qu'on a mis les mots de passe qui vont bien, on est un peu plus en sécurité, normalement. Et au moins, on a une certitude, c'est qu'on a moins de risques de perte parce que les données sont sauvegardées, plusieurs fois sauvegardées. Donc, c'est pas trop lié au RGPD, ta question, Barbara. Voilà. C'est une question de sécurité parce que l'ordinateur, on peut le voler aussi, donc ou le perdre.
Oui, mais c'est pour ça que de plus en plus, nous, on est en train. Le drive commun, Voilà. je ne sais pas Mais s'il est assez sécurisé. Ah, bah, ça dépend si tu le sécurises. si tu le sécurises, parce qu'on peut tout à fait le sécuriser avec des droits d'accès, c'est aussi pour ça que par rapport à la FAFA pour l'Europe, moi, je ne souhaite pas ouvrir les drives partagés de travail, j'entends, en dehors des gens qui n'ont pas une adresse FAFA pour l'Europe, et que si demain on ouvre un drive partagé qu'on appellerait adhérent avec un lien, ça sera des données qui seront publiques. Et il n'y aura aucune donnée qui seront passibles du RGPD, hormis peut-être la liste des membres du bureau, mais on s'assurera que la liste des membres du bureau nous autorise à faire une fiche avec le nom, le prénom, le téléphone et leur adresse email. Voilà, ça sera. On mettra en place cette traçabilité pour qu'on a le droit de s'autoriser quand même. J'ai le droit de donner mon adresse si je me donne mon accord, hein, et si je le publie. Hein. Question suivante de Chaville, si je ne me trompe pas. Qu'en est-il des personnes qui s'inscrivent sur notre site d'association ou notre forum d'échange avec leurs emails par Facebook ou Google? Leur inscription vaut consentement avec un point d'interrogation. Bah, normalement, Brigitte, non, parce que il faudrait avoir une demande de consentement pour l'utilisation. En fait, il faudrait compléter nos documents avec systématiquement en vous inscrivant, vous consentez, etc. Alors, après, Fabienne. voilà. Oui. Fabienne. Donc, on a deux Fabiennes. Pour les données, essentiellement les mails déjà collectés, que faut-il faire pour s'assurer du consentement explicite? Ben, moi, je pense que c'est un moment, ça va être intéressant qu'on réinterroge nos bases de données et qu'on redemande aux gens un accord RGPD. Bon, ça permettra vous aussi. Vous souvenez, quand le RGPD a été mis en place, on a reçu toute une série de mails de gens chez qui on avait commandé des affaires sur Internet ou autre, nous demandant si nous étions d'accord. Ils avaient repris complètement leur fichier pour redemander un accord explicite de chacun. Et puis, si vous vous souvenez, en théorie, il faudrait qu'on fasse pareil. Si vous vous souvenez, on a pris une salve aussi l'année dernière. Assez régulièrement, on reprend une salve en disant vous recevez nos informations, souhaitez-vous les recevoir? Je pense que le jour où on fera ça, on passera de 30% de 30 à 40% de mails lus à 80 ou 90% de mails lus. Après, si on prend beaucoup moins d'expédiés. Voilà, si on prend un Workplace by Facebook, en fait, on vous a proposé de rentrer dans le système. Les gens qui sont rentrés dedans ont donné leur un accord explicite. Et vous avez la possibilité à tout instant de vous désinscrire. C'est pareil comme quand on est dans Sendinblue. Sendinblue, on a assez régulièrement, pas fréquemment, une ou deux personnes qui se désinscrivent. Il y a des gens qui sont plus intéressés, qui changent. Voilà. Alors, le cas de Sendinblue, il y a un autre aspect, c'est que parfois on reçoit les messages comme quoi messages non sûrs, dangereux, etc. Et on a des gens qui nous ont blacklistés là-dessus. Alors il n'y avait aucune raison, en fait. C'est un souci que je voudrais comprendre et j'ai ça sur toutes mes adresses email, y compris celles qui sont surprotégées. Donc, il va falloir que j'appelle un jour Google pour comprendre pourquoi, ou Sendinblue, pourquoi on a ça, parce que c'est un peu bizarre. Voilà. Et on perd des gens qui suivent nos messages à cause de ça. Pour l'instant, pour les questions, je voudrais compléter ma question. Il y a Chaville qui voudrait compléter sa question. Oui, alors Brigitte, je voudrais compléter ma question concernant site et forum. Oui, je voudrais simplement être sûr d'avoir bien compris. Ça veut dire que quand les personnes s'inscrivent, ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute sur le site ou sur le forum une question précise en leur demandant En fait, c'est acceptez-vous de recevoir nos informations. Simplement ça. Oui, alors on va vous proposer des formulations, mais l'idée c'est ça. Vous êtes, souhaitez-vous ou acceptez-vous de recevoir les informations de l'association D'accord. Voilà. Mais
vous avez raison de parler de site internet parce que vous voyez peut-être paraître, ça commence à arriver de plus en plus. Hein, quand vous connectez sur un site internet, en fait, vous recevez dans un premier temps un formulaire qui vous demande si vous êtes d'accord pour l'enregistrement des cookies. Oui, tout à fait. Je sais pas si ça vous parle, les cookies. Les cookies, c'est des gâteaux sympas, moi j'aime bien, mais au-delà des gâteaux, c'est aussi alors on va appeler ça un petit espion informatique qui regarde un petit peu ce que vous faites et vos pratiques sur le site internet. Sachez que vous devez avoir aussi l'accord pour pouvoir le faire. Donc, si vous avez un site sous WordPress, il suffit de rajouter un outil complémentaire. Voilà. Et là, il vous pose un certain nombre de questions, il vérifie les cookies qui sont autorisés. Et là, ça vous permet d'être en conformité avec le RGPD. Si vous n'avez pas ce questionnement sur votre site internet, c'est-à-dire que quand on rentre, à aucun moment on vous demande si vous acceptez de prendre des cookies, eh bien sachez que vous êtes a priori pas conforme au RGPD. Sur un site WordPress, c'est pas très long à faire. Hein. Ça prend 10 minutes et si vous prenez la version premium, moi j'ai vu plusieurs produits, mais un produit version premium, c'est 55 € par an. Mais voilà, c'est aussi le coût de la tranquillité dans le cas présent. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non, c'est tout. Ah, si, il y en a qui arrivent maintenant. Là. Alors, comment on peut faire attends, je vais regarder, je vais essayer de regarder. Voilà. Comment peut-on... Comment on peut faire cela je suppose, outils pratiques. Alors, je ne comprends pas bien la question de Ulrike. Je veux bien que tu ouvres ton micro et que tu nous l'exprimes, s'il te plaît. Oui, je prends la parole, excuse-moi, j'ai mal écrit parce que trop vite. Effectivement, tu dis pour l'accord de l'acceptation de recevoir les informations, quelles sont les procédures pratiques à mettre en place pour le site, pour le mailing et ainsi de suite? Alors, pour le site, tu es obligé d'avoir un accord sur l'acceptation ou pas des cookies. Donc, si tu as un site WordPress, il faut rajouter un programme qui est gratuit. Hein. Il y a des versions gratuites et puis il y a des versions qui permettent d'aller plus loin. Je vous rappelle que sur tous les sites internet... J'ai Joomla. Pardon? J'ai Joomla, j'ai pas WordPress. Eh ben, dans Joomla, tu dois avoir un add-on. Si tu n'as pas WordPress, il faut que tu cherches dans les add-ons, dans les programmes complémentaires, si tu as un programme qui gère le RGPD. D'accord. Voilà. Et si c'était, il y a Drupal. Drupal, c'est pareil. Il faut trouver l'outil WordPress. Il y a des choses sur le RGPD. Je pense que dans Joomla, ça doit exister. Dans Drupal, ça doit exister aussi. Et si vous avez développé votre propre site, eh ben, vous trouvez un add-on qui permet de le faire. Pour ça que c'est bien d'avoir des outils intégrés, parce que quand on a ce genre de choses, c'est plus simple que de chercher par soi-même. Sur WordPress, il faut avoir la dernière version de WordPress. Excuse-moi, Jean-Michel, qu'est-ce que tu appelles un add-on? Un add-on, c'est un programme complémentaire. En fait, dans WordPress, et dans Joomla, c'est pareil, tu as un programme et tu rajoutes des programmes complémentaires. Par exemple, un programme pour faire un carrousel. Un carrousel, ça te permet de passer des photos les unes après les autres. Souvent, ce n'est pas intégré dans ton programme. Il faut rajouter un programme complémentaire. Sendinblue, par exemple. Bon exemple. Comme tu es dans Sendinblue, moi, j'ai un formulaire Sendinblue sur mon site internet. Eh bien, il faut savoir que comme j'ai cette add-on qui est fait par Sendinblue, il fait la demande de consentement. Et on a un accord qu'on appelle opt-in. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la personne qui s'inscrit et qui dit « je veux m'inscrire ». Voilà, donc c'est lui qui donne son consentement. Mais souvent, les cookies, c'est quand même le bon piège, hein, parce que on a plein de sites internet, on vous demande pas, on vous demande rien. Hein. Au site internet, pour beaucoup d'associations,
je rentre, on récupère des cookies et pourtant, on ne nous a pas demandé si on les veut ou pas. Moi, je suis allé sur beaucoup de sites. Là, il y a des sites internet où j'ai dit je ne veux recevoir aucun cookie. C'est-à-dire que je veux être complètement transparent. Et j'ai retesté certains sites internet où il y a des cookies qui sont. La majorité sont autorisés. Hein. Si tu demandes à quelqu'un, est-ce que vous voulez. Il y a des sites qui sont multilingues. Si tu dis choisissez la langue, en fait, il enregistre ta préférence de la langue. Mais si tu as accepté le cookie, la fois d'après, quand la personne se connecte sur le même ordinateur, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il a la bonne langue qui apparaît, tout simplement. Mm. Et voilà. Mais les formulaires, faut avoir l'accord, en fait. Mais si tu rajoutes, il y a, par exemple, sur Sendinblue, on peut rajouter un programme, alors je ne sais pas pour Joomla, hein, mais au moins pour WordPress, ça c'est sûr, on peut rajouter pour pouvoir récolter les informations qui arrivent dans Joomla, dans Sendinblue, pardon. D'accord. Alors, par rapport à la réflexion, tout à l'heure je disais qu'il faut avoir la dernière version de WordPress pour pouvoir avoir le RGPD dessus, ce qui est sûr. Par contre, il est dangereux de changer la version chez WordPress. Nous avons vécu le problème au niveau d'Afapora, hein, donc on est d'accord là-dessus. C'est comme cela que j'ai fait bugger complètement mon site, obligatoire de faire une version de sauvegarde auparavant. Voilà, Ouais, c'est un grand débat qu'on a eu avec Denis Leclerc il n'y a pas très longtemps, avec Barbara, par rapport à notre site, où des fois, pour changer les versions, en fait, si vous avez une version de WordPress et que vous faites une mise à jour régulière, c'est-à-dire à chaque évolution, votre risque que ça scratch est assez faible. Je ne veux pas dire qu'elle est nulle, mais elle est très faible. Si vous faites l'erreur de dire je suis en version 5 et j'attends de passer en version 5.42 et que j'ai pas pris la version 5.1, pas la version 5.2, pas la version 5.3, et puis c'est sous frère, hein, parce que version 5.41, 5.40, 5.12, enfin, là c'est un peu, c'est pas très prudent. Moi j'ai un site internet, à chaque mise à jour de WordPress, je fais la mise à jour, et de fait, comme je le fais depuis le démarrage, je ne veux pas dire que j'ai pas de risque que ça arrive. Il ne faut pas dire ça, mais la probabilité est très faible. Très, très faible. Simplement. Hein. C'est un peu comme dans Windows. Hein. C'est dans tous ces produits, quand on fait qu'une mise à jour tous les 2 ans, il y a des moments où ça ne se passe pas très bien. Quand on le fait au fil de l'eau, ça va quand même beaucoup mieux. Donc, je vous incite à faire plutôt les mises à jour tout le temps. Rien ne vous interdit de faire des sauvegardes. Je vous rappelle aussi, alors, ça dépend de votre site. Hein. Moi, j'ai un site, j'ai pris une mise à jour automatique. Hein. Il vit sa vie tout seul. Hein. Et je vous rappelle que sur les sites internet, la majorité de vos hébergeurs, souvent, ils conservent des versions d'avant. Donc, si vous avez un problème, vous rapprochez de la hotline et vous dites j'ai un problème, et ils peuvent vous redescendre l'ancienne sauvegarde. Hein. Voilà. Et bon, après, il y a des outils de sauvegarde, évidemment. Alors, comment faire pour refuser les cookies? En fait, tu peux les refuser si le site te le propose. Maintenant, dans les nouvelles règles, quand tu arrives sur un site internet, ils te disent voulez-vous tout accepter? Et des fois, si tu dis voulez-vous examiner, ils te proposent tous les cookies que tu peux accepter, que tu veux accepter. Et tu as le droit de dire je veux tout refuser. Voilà, tout simplement. Après, je vous donne un autre truc qui est intéressant. C'est plutôt un truc qui est utile quand vous voulez commander des billets d'avion et des billets de train. Vous savez qu'ils ont une grande manie de voir que vous avez déjà demandé le billet, donc passez en mode privé. Et comme ça, vos cookies sont effacés quand vous avez quitté le mode privé. Donc, vous regardez le prix d'un billet d'avion pour aller à Nice. Il vous donne un prix, vous l'êtes sur une autre compagnie, il ne saura pas que vous êtes allé à Nice parce qu'il n'aura pas gardé vos cookies. C'est un moyen d'éviter d'être tracé. Voilà. C'est bon, il n'y a plus de questions. Bon, ben voilà. Donc,
Un dernier petit truc, parce que c'est marrant de vous partager des choses. Il y a un guide qui est très bien fait, qui a été fait par la CNIL et qui a été fait par la BPI, par la Banque pour l'investissement. Je vous ai mis la photo, mais vous pouvez très bien prendre le guide sur le site de la CNIL. C'est passé en 4 étapes. C'est encore plus simple que quand on est sur les 6. Hein. C'est constituer un registre de vos traitements de données. On vous l'a expliqué tout à l'heure. C'est faites le tri dans vos données. C'est-à-dire vous prenez que simplement d'où vous avez besoin, respectez le droit des personnes et sécurisez vos données. Voilà, sur ça, je pense qu'on en a fini. Donc, merci encore pour votre attention. Le sujet est un sujet complexe, sachez-le. On va ouvrir un canal Workplace by Facebook pour échanger sur le RGPD. Je pense que le partage il sera toujours le bienvenu. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de littérature, il y a beaucoup de MOOC. C'est un sujet qui est quand même complexe, mais il est obligatoire aussi pour nos associations. Tout grand merci à vous deux. C'était encore excellent comme explication, mais je vous avoue que le sujet est quand même assez compliqué et je suis sûre que ce n'est pas la première fois que nous en avons parlé, mais que nous devons y revenir régulièrement, peut-être également en transmettant des informations, donc soit par Workplace, soit également par Sendinblue pour ceux qui ne sont pas encore dans Workplace. Je suis sûre que le sujet va encore nous occuper et nous préoccuper pendant un petit moment. Un tout grand merci. Un grand merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Barbara, on pourrait peut-être partager un peu le fruit de nos réflexions et on vous enverra incessamment sous peu un questionnaire. On envisage de maintenir les mardis de la FAFA évidemment à la rentrée. On fera un break en juillet-août, hein, si vous nous permettez, on fera autre chose, on fera un peu de congrès, histoire de changer. Et à la rentrée, on vous proposera des formats un peu différents. D'abord des mardis de la FAFA toutes les 2 semaines et pas tous les mardis soirs. Et avec un format où certains mardis, nous aurons les adhérents se présentent à eux, c'est-à-dire des unions régionales, certains de nos adhérents, présentent aux autres adhérents un peu ce qu'elles font, ce qu'ils font dans leur jumelage, dans leur union régionale, et nous garderons toujours une thématique, toujours en lien avec l'actualité ou en lien évidemment avec nos associations et avec notre fédération. Donc voilà un petit peu ce qui va ressortir. Si vous avez des souhaits de thèmes à aborder, eh bien nous sommes preneurs parce que c'est toujours intéressant d'avoir aussi des thèmes autres que ceux que l'on a en tête. Mais voilà, tous vos thèmes sont évidemment les bienvenus et on essaiera de les traiter comme on peut. Alors, il y a des thèmes comme celui de ce soir étaient vraiment complexes. Il faut l'avouer, un peu vraiment compliqué. Mais j'espère qu'on a pu au moins vous apporter des informations utiles et simples par rapport à tout ça. Voilà. Ok, très bien. Un tout grand merci. C'était très intéressant et nous avons encore plein de choses à apprendre, je pense. Voilà, merci à vous. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci.